En fait, ils ont des valeurs d'entraide, de solidarité notamment, qui sont extrêmement fortes parce que dans un climat rude, t'es forcé de te serrer les coudes et de t'entraider notamment avec tes voisins. Bienvenue sur Partir, le podcast qui vous montre les dessous de la vie à l'étranger. Quand on y était, il faisait moins 35, mais c'était descendu jusque moins 40. On a acheté une maison en Suède et pour y arriver, on a quitté toute notre vie en France. Imagine, tu pars en voyage de noces en Laponie et tu décides de ne plus jamais repartir. C'est exactement ce qui est arrivé à ce couple de Français qui a tout quitté pour s'installer dans le Grand Nord suédois. Entre les nuits où le soleil ne se couche jamais, les voisins solidaires et les températures qui flirtent avec les moins 40 degrés, leur nouvelle vie ressemble vraiment à une aventure hors du temps. Aujourd'hui, on reçoit Thelma qui va nous raconter leur histoire. Mais avant de découvrir tout ça, je voulais vous remercier, vous qui écoutez, qui likez, qui vous abonnez. Grâce à vous, le podcast continue de grandir tous les jours. Donc vraiment merci du fond du cœur et je vous souhaite une bonne écoute. Bon, moi, Thelma, du coup, il y a vraiment une question que je me pose. Parce que tu vois, généralement, les gens, ils quittent leur life, leur ville, etc. pour aller chercher du soleil, chercher la plage, Ouais. les palmiers. Et toi et ton mari, du coup, rien à voir, quoi. Vous vous êtes dit, on va aller au fin fond de la Suède, au nord de la Terre, c'est-à-dire en Laponie Exactement. suédoise. Et du coup, je me demande comment vous vous êtes retrouvés à aller vivre en Laponie suédoise. Alors, déjà, c'était évident qu'on n'irait pas vivre dans les îles ou dans un pays chaud. C'est pas notre délire pour des vacances avec plaisir, mais pas pour la vie. C'est pas un style de vie qui nous attire, les pays chauds. De toute façon, on a toujours été intrigués plutôt par des conditions de vie plus froides que par des conditions de vie plus chaudes. Et comment on s'est retrouvé en Laponie suédoise? Écoute, on s'est toujours dit qu'on voulait partir de France. Victor, donc mon mari, il a vécu au Japon déjà, donc il a une expérience déjà d'expatrié, oui. Ça a duré 2 ans son expatriation au Japon, donc pas très longtemps, mais suffisamment longtemps pour que il apprenne le japonais, pour qu'il soit vraiment inclus dans la vie locale. Il a adoré ça et quand il est revenu en France, il est revenu avec l'idée qu'un jour il repartirait. Moi, il y avait d'autres raisons. J'ai jamais vécu à l'étranger, travaillé, etc. Mais j'ai voyagé en sac à dos pendant plusieurs mois en Nouvelle-Zélande et en Asie. Donc c'est une expérience, la vie ailleurs, qui m'a toujours intéressée, intriguée. Et pour plein de raisons, je me projetais pas dans une vie, et particulièrement dans une vie de famille en France. Donc quand avec Victor, on a décidé d'abord de se mettre ensemble, de construire notre vie, on s'est rapidement dit qu'on allait partir à un moment. Pour nous, ça a commencé par partir de Paris, parce qu'on est parisiens. Donc ça a commencé par partir de Paris, on est allé en Touraine et on s'est rendu compte que c'était très chouette, mais que c'était pas suffisant pour nos envies de nature et de grands espaces. On était un peu fixé sur le Canada, qui nous emballait d'un côté, mais pour le mode de vie, on était moins sûr. Et on est parti en lune de miel à l'origine, en Laponie du coup. C'était pour notre lune de miel qu'on a fait ce voyage et on a adoré en fait. On est à peine arrivé à l'aéroport à Stockholm pour faire le changement avant de prendre notre deuxième vol pour aller en Laponie, que Victor a dit mais pourquoi on n'a jamais réfléchi à partir dans un pays du Nord? Vraiment tout de suite, en arrivant à l'aéroport de Stockholm. Et moi, sur le moment, je me suis dit délire, la langue, enfin bon, ça me semblait beaucoup plus compliqué que le Canada où ça parle anglais et où c'est plus accessible pour nous. On a vécu notre voyage de noces, très bien, tout s'est super bien passé. Et pendant tout le voyage de noces, plus ça avançait, plus on se disait, ce serait vraiment intéressant de réfléchir en fait aux raisons qui nous bloquent et qui font qu'on n'a jamais réfléchi à partir vivre, que ce soit en Suède, en Finlande, en Norvège. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais mis ces pays dans nos projets et qu'on est à ce point resté fixé sur le Canada qui ne nous satisfait pas vraiment? Et en fait, c'est devenu assez vite une évidence pour plein de raisons culturelles, sociales, pour plein de raisons de vie, en fait. Particulièrement la Suède, encore plus que les autres pays, répondait à toutes nos attentes et à tous nos critères. Et après, plus que vivre en Suède, on voulait vivre en Laponie suédoise. C'est vrai qu'on n'a jamais envisagé d'aller vivre autour de Stockholm parce on est extrêmement attiré par cette notion de climat très intense et qui te contraint aussi et qui te force à une forme de résilience en fait. On trouve que ça permet de... Comment dire ça? C'est le fait d'avoir un climat aussi intense,
ça te pousse à avoir des valeurs qu'on a observées chez les gens ici et quand on était beaucoup dans le dialogue avec les personnes ici, qui expliquent très bien, en particulier les personnes Sami, donc le peuple nomade à l'origine qui habitait sur les terres de toute la Laponie, donc de la Russie à la Norvège. En fait, ils ont des valeurs d'entraide, de solidarité notamment, qui sont extrêmement fortes parce que dans un climat rude, t'es forcé de te serrer les coudes et de t'entraider, notamment avec tes voisins. Tu peux pas laisser quelqu'un sur le bord de la route par moins 35 degrés, sinon tu sais que tu le laisses mourir en fait, tu sais que c'est dangereux, tu sais que sa vie est en danger. Et du coup, ça force un peu les gens à avoir toujours un œil les uns sur les autres, mais un œil bienveillant. Et même là, tu vois, on est en été et on le ressent. Les gens sont extrêmement aidants, te proposent beaucoup. Il y a énormément de solidarité. Tu es extrêmement inclus tout de suite. On l'avait déjà vu en étant touriste et maintenant qu'on a acheté notre maison, on le ressent encore plus parce que tous nos voisins sont très ouais, sont très à l'écoute, nous préviennent, nous mettent en garde, nous donnent des conseils. Et c'est vraiment un aspect culturel et social que l'on recherchait. OK. Ouais, donc du coup, ça le côté un peu nature, paysage lié avec les valeurs Totalement, fortes, c'est ce qui c'est vous a ça. séduit, en venant pendant votre voyage de noces? Ouais, totalement. Et après, bon, bah, sur les aspects de la famille, effectivement, qui sont pour nous des choses importantes parce qu'on envisage avec Victor d'avoir des enfants. Nous, ça fait partie des choses qu'on a envie de construire dans notre vie. Et pour tout ce qui touche à l'enfance, pour moi, la France est pas, ne répond pas, en tout cas, à moi, mes critères et mes besoins. Et j'étais absolument pas sereine à l'idée d'avoir des enfants en France. Ça n'engage strictement que moi, mais j'ai jamais envisagé de faire des enfants en France. Pour moi, j'ai pas très bien vécu ma scolarité non plus, donc ça a pas dû aider. Donc forcément, j'avais envie d'être dans un pays où la place de l'enfant, où la scolarité passe très différemment de ce qui est en France aujourd'hui. Donc oui, une envie de nature, une envie de changement, un changement de mentalité. Et pour ce qui est de moi plus spécifiquement, vraiment un besoin d'un autre regard sur l'enfance et sur la place de l'enfant dans la société. C'était vraiment des choses importantes pour moi pour continuer de construire notre vie. C'était primordial. Donc du coup, on dirait que la Suède et la Laponie suédoise plus particulièrement, cochent pas Ouais, mal de cases. Quand vous étiez en ouais. voyage de noces, vous étiez à quelle période de l'année? On était en plein milieu du mois de janvier, une année qui a été en plus extrêmement rude. Nous, quand on y était, il faisait -35, mais c'était descendu jusque -40, ce qui est quand même -40 vraiment rare. C'était mi-janvier, on est parti le 14 janvier, le jour des 32 ans de mon mari, 2024. Donc voilà, et on y a passé une grosse semaine. Et là, vous vous êtes pas dit, «Le froid, ça fait peur, le froid, Alors, ça je nous t'avoue que refroidit»? du coup, on a eu des conditions extrêmes parce qu'on a eu -35 pendant quasiment une semaine, hein, donc c'est remonté un peu parfois à -28, -25. Mais sinon, globalement, il a fait tout le temps en dessous des -30. Non, en fait, on était dans l'euphorie de découvrir le pays, de vivre toutes les activités. Alors clairement, tu en discutes avec les gens et ils te le disent, par -35, en fait, tu fais que le minimum syndical. Donc là, évidemment, il y a du tourisme et le tourisme, c'est ce qui leur permet de vivre, donc c'est le minimum syndical pour eux. Mais sinon, quand tu habites ici, tu décides pas de te faire une sortie motoneige quand il fait -35, non. Quand il fait -35, c'est pas pour balader des touristes. La motoneige, tu les gardes rangée et tu prends pas le risque de te faire des engelures, de te retrouver dans la neige, enfin avec la motoneige qui est prise dans un tas de neige et bloquée par -35 où là ça devient vraiment dangereux. Voilà. Mais nous, comme c'était notre première fois, on était totalement dans l'euphorie de ce qu'on vivait, de ce qu'on découvrait. Donc non, ça nous a pas fait peur. Pourtant, moi, à ce moment-là, j'avais un problème aux jambes, j'ai dû avoir une opération, j'avais un lipodème dans les jambes, et du coup, ça faisait que mes pieds, enfin mes extrémités, mais particulièrement mes pieds et mes jambes, ne se réchauffaient pas. Enfin, vraiment, mes pieds devenaient bleus et glaçaient, quoi. Donc c'était un peu effrayant parce que tous les jours, quand on rentrait dans notre petit igloo en verre dans lequel on dormait, je mettais bien 3 heures à réussir à retrouver mes pieds qui fonctionnent. Mais tu vois, non, ça m'a pas découragée. Je me suis dit, il faut que je me fasse opérer. OK, bon, bah, du coup, chose problème solution, c'est moins C'est souci. ça. Du coup, tu parlais que quand vous êtes arrivés, vous avez vraiment commencé à vous questionner: «Ah bah tiens, on se verrait peut-être bien vivre ici, ça nous plaît». Surtout Victor. Surtout Victor. Ouais. Moi, j'étais
Moi, j'étais pas dans cette optique-là encore à ce moment-là parce on avait emménagé en Touraine depuis 1 an, donc c'était tout récent, notre nouvelle vie en Touraine, ça faisait à peine 1 an. J'étais encore dans l'optique de me dire, pour le coup, peut-être qu'ailleurs en France, alors ça réglera pas les problèmes effectivement sur le côté, place de l'enfant, mais peut-être que ça peut répondre à d'autres besoins qu'on a et puis surtout, je suis extrêmement proche de ma famille. J'ai un gros besoin de eux. J'ai très peu besoin de contacts sociaux en général, mais par contre, j'aime beaucoup me retrouver en famille, passer du temps, des week-ends, c'est quelque chose qui est important pour moi et pour mon équilibre. Donc j'étais encore dans une idée d'essayer de trouver un endroit en France où je me sentirais bien. Et c'est vraiment Victor qui a dit: «Mais pourquoi on n'a jamais réfléchi à la Suède?» Et effectivement, moi, plus la semaine a avancé, plus j'ai discuté aussi avec, on a pris le temps du coup, Victor surtout, hein, c'était à son initiative plus, mais on a pris le temps de discuter beaucoup avec les gens qui vivent sur place. Et c'est là que ça a commencé à moi, dans mon esprit, à me dire: «OK, la Suède, c'est une possibilité intéressante à explorer». Ouais, parce que du coup, j'allais te demander qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit: «Bah oui, on va le faire». Parce que tu sais, on peut avoir les idées, ça vient et Ouais, ouais. cetera et entre l'idée et le passage à l'action, qu'est-ce qui a fait Ouais, ce déclic-là? alors nous, on a un passage à l'action qui est, relativement rapide. Parfois aux Mmh. grandes dames, de nos familles qui sont un peu, qui ont du mal à suivre, mais, on fait les choses, un projet par un projet. C'est-à-dire qu'on est très, on aime bien clôturer quelque chose avant de commencer autre chose, tu vois? C'est-à-dire que, on s'est mariés, on a déménagé en Touraine, on a adopté un chiot, on est parti en Laponie, mais on fait les choses, Victor a aussi eu un moment professionnel extrêmement chargé, parce qu'il a travaillé, sur les JO, donc il avait énormément de travail. Donc on savait qu'à ce moment-là, il fallait qu'on soit posé dans un endroit parce qu'il allait faire quasiment du 24/24, alors à distance, mais quasiment du 24/24. Donc on est très projet par projet et c'est vrai qu'on ne fait pas s'entrecouper trop les choses parce qu'on aime bien aller justement finir les choses et finir les choses bien avant de commencer quelque chose d'autre. Mais par contre, une fois qu'on a décidé qu'on allait quelque part, une fois que tous les deux on s'est dit ok, on y va, on est assez rapide dans l'exécution. C'est-à-dire qu'on va y déployer beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On va y passer tous nos temps libres, en fait, parfois au détriment d'autres choses, mais ça va vraiment devenir la priorité. Et donc, le moment où on s'est dit, on va partir en Suède, bah déjà, on est rentré de Suède. On a pris le temps un petit peu de se poser. On en a discuté, on a beaucoup parlé. Chacun de notre côté, on a fait des recherches du coup sur ce que c'était que la Suède, enfin, tu vois, la politique, le gouvernement, les lois, parce que pour moi, il y a quand même, enfin, tu vois, par exemple, être dans un pays qui n'a pas le droit à l'avortement, par exemple, pour moi, c'est quelque chose de impensable. C'est non, tu vois, ça fait partie des choses qui sont rédhibitoires. La place de la femme dans la société, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, bah, on se renseigne sur les valeurs du pays, sur la politique en place dans le pays, etc. Quand on rentre, on se rend compte que la Suède, plus que la Finlande ou plus que la Norvège, répond à notre checklist des impératifs. Et là, on se dit, ok, bah, on sait qu'on veut partir de France. On s'était un peu mis ça entre parenthèses en voulant donner une chance à la Touraine. On est quand même pas, on se rend compte que la Touraine, ça répond pas à nos grosses problématiques. Ça répond un peu à un besoin d'être un peu moins étouffé que dans Paris, mais ça répond pas au gros du problème. Donc, quand est-ce qu'on part? Et à la base, on décide de se dire qu'on part en 2027, mais pas avant, quoi. Et puis, il y a un peu les bouleversements politiques du mois de juin dernier, avec la dissolution de l'Assemblée, etc. Et là, on s'est dit non, mais là, on veut être parti avant, en fait, hein. Là, on en a un peu un ras-le-bol, un peu de la fatigue, un peu l'idée aussi de vouloir. Moi, tout ce qui est social, ça va beaucoup m'impacter sur mon humeur et j'ai besoin d'être dans un endroit où je me sens sereine et où j'ai un peu moins peur, en tout cas, de l'avenir et du lendemain. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit à Victor, je pense que c'est pas mal si on part. Donc, on est encore en 2024. Et je lui dis, c'est pas mal si on part en 2025. Il faut savoir que pour déménager ici, il faut être parti pendant le printemps et l'été. On déménage pas en Laponie au milieu de l'hiver. C'est pas possible. Donc, à partir de là, ça s'est vachement accéléré. Donc c'était en juin. On a passé l'été parce que donc Victor avait énormément de travail en arrêtant trop d'en parler. Et à partir de septembre, on a vraiment bombardé sur le projet. On a commencé à tout aligner, à faire en sorte que le professionnel soit structuré pour qu'on puisse partir. On a commencé
aligner les planètes, Mmh. faire en sorte d'aligner les planètes pour pouvoir être parti au printemps 2025 et on a réussi. On est parti donc, on a annulé un voyage qui était prévu au Japon. On devait partir au Japon en mars et du coup, on a annulé notre départ au Japon pour finalement venir en Laponie pendant 3 semaines à la place, pour faire du repérage, visiter des maisons, si possible acheter. On a acheté notre maison à ce moment-là et on a déménagé, on est parti de France le 10 mai. Donc, en fait, nous, à partir du moment où on est décidé, on est assez réactif. On enchaîne après. C'est-à-dire que on regarde les impératifs. Moi, j'avais pas mon permis. Il fallait que je passe mon permis. Il fallait que je me fasse opérer des jambes. Victor, il fallait qu'il mette en ordre sa société, ses contrats. Bah, voilà, il y avait des impératifs. Hein. On n'avait pas rien en France qui nous retenait, mais on a décidé de faire tout. Et puis, quand on est poussé par une motivation importante, c'est plus simple. Tu vois, moi, par exemple, j'avais extrêmement peur de passer le permis de conduire. Bon, en 2 mois, l'affaire était pliée et j'ai passé mon. Tu vois, je me suis dit, fin décembre, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que je le passe. Il fallait que ce soit fait, donc on se donne les moyens que ce soit fait. Ouais, c'est vrai quand tu as une motivation, qui te Ouais, fait envie, forcément ouais. ça va Bah, pour le pousser. permis, en tout cas, ça a été magique, tu Ouais. vois. C'est-à-dire que j'ai 27 ans, je dis je passe mon permis l'année prochaine. Depuis mes 17 ans, je l'ai jamais fait. Ouais, Là, voilà, il je a sais que je fallu dois aller, partir. Je sais que je dois partir. Je l'ai mon permis, tu vois. Et ouais, du premier coup surtout. Et j'y bon, croyais bah, pas. Comment nickel. te dire que j'avais très très peur. Bah, comme quoi, tu vois, faut aller habiter en Ouais, Suède pour que ça ouais. passe. Ouais, du coup, là, vous êtes arrivé en mai 2025, donc on va pouvoir parler de l'arrivée dans quelques instants. Mais j'avais Mm. des petites questions un peu pratiques avant. Oui. Comment ça se passe pour trouver une maison, acheter une maison, etc. En Laponie? Alors, il y a un truc qui est un peu difficile, c'est qu'il y a relativement peu de locations. C'est quelque chose qui est assez difficile et surtout comparativement à l'achat, la location va être très chère. C'est-à-dire que nous, par exemple, l'équivalent de notre maison en location, là où elle est située, donc très proche d'un centre-ville, ça nous aurait coûté dans les 1500, 1300, 1500 euros par mois, si tu veux. Alors que les maisons à l'achat sont vraiment à un prix dérisoire en comparaison à n'importe où en France. Ok. Donc si tu as les fonds, parce que pour le coup, il va y avoir la question de comment payer, parce que tu peux pas emprunter en France pour acheter en Suède, et tu peux pas emprunter en Suède tant que tu vis pas en Suède. Donc, si tu peux, par exemple, si tu es propriétaire déjà en France ou si tu avais des économies, c'est intelligent d'acheter directement, sauf si tu peux payer 1500 euros de loyer en prenant en compte effectivement que les hivers sont rudes et que du coup avoir une maison qui n'est pas à toi, ça veut dire dépendre d'un propriétaire. Donc effectivement, il y a le logement, mais la location est possible. C'est plus facile qu'en Finlande parce qu'en Finlande, de ce que je sais, hein, il faut un numéro d'identification finlandais. Ça va être compliqué de louer en Finlande sans avoir le numéro d'identification finlandais. En Suède, sans le numéro d'identification suédois, ils acceptent généralement de te louer. Enfin, moi, j'avais trouvé des maisons à louer, en tout cas, et qui acceptaient même sans le numéro d'identification suédois, avant qu'on l'obtienne, en tout cas. Donc, voilà. Nous, on a fait le choix d'acheter parce qu'on pouvait le faire et que c'est ce qui nous semblait disons qu'on a mis en priorité le fait d'acheter. Si on n'avait pas pu, on aurait déménagé, on se serait mis en location pendant quelques mois. Si on n'avait pas trouvé notre bonheur, on serait passé par la location, on a trouvé notre maison. Et là, en fait, il y a des sites, hein, il y a des sites internet comme Se Loger, en fait, équivalent suédois, il s'appelle Mnet du coup, et donc il y a toutes les annonces qui sont référencées. Et tu mets tes critères de prix. Alors, à prendre en compte qu'en Suède, on est en couronne, c'est pas l'euro, c'est dans l'Union européenne, mais c'est en dehors de l'euro. Donc effectivement, faut un peu réussir à déchiffrer, mais assez rapidement, tu arrives à traduire et c'est assez intuitif en fait. Hein. C'est vraiment des sites en ligne enfin c'est vraiment un équivalent de Se Loger, mais version suédois, qui référence toutes les annonces. Et donc là-dessus, on trouve toutes les annonces de vente. Et après, pour la location, ça va plutôt être sur le site, l'équivalent de Le Bon Coin. Voilà, Ok. c'est assez simple. Ok. Et du coup, vous avez fait comment? Vous les avez contactés en ligne, ensuite vous êtes revenu pour visiter en mars, comme tu On disais? a commencé oui, on a commencé par contacter, bah, du coup, c'est des agents immobiliers, donc on a commencé par contacter des agents immobiliers. Alors je sais, moi, j'avais pas encore Facebook à ce moment-là, mais je sais qu'il y a aussi pas mal de groupes Facebook et que les maisons se vendent aussi pas mal via les groupes Facebook. Donc ça, moi, j'avais pas, donc je peux pas faire de retour d'expérience là-dessus. Moi, je suis pas enfin, nous, on est passé par, les annonces immobilières, classiques,
sur un site, sur le site typique. C'est des agents immobiliers, il y a plusieurs agences immobilières, on contacte les agences immobilières du coin, on leur dit ce qu'on recherche. Ils nous disent qu'ils nous tiennent au courant si jamais il y a des biens qui correspondent à nos critères. Nous, on reste aussi proactifs en ligne à voir les annonces, on envoie des messages. Heu, les choses peuvent se vendre très, très rapidement en Suède, mais certains biens peuvent aussi mettre du temps parce qu'il y a peu de mouvement, en fait. C'est-à-dire que les gens bougent peu. Quand tu as une maison, tu y restes, les maisons se transmettent beaucoup dans la famille. Donc il y a à la fois assez peu de maisons en ligne et en même temps, quand il y en a, elles peuvent parfois rester très, très peu de temps, parfois rester un peu plus longtemps. Donc par exemple, nous, la maison on l'a achetée en une journée parce qu'il y a pas de notaire en Suède. Donc, en fait, le moment où tu dis, «Je fais une enchère», c'est des enchères ici. Le moment où tu fais une enchère et le moment où tu signes, il peut vraiment y avoir 24 heures. Nous, ça a été notre cas. Mais par contre, tu vois, elle était en vente depuis, je crois, si je dis pas de bêtises, début février et on l'a achetée le 22 mars. OK, Donc ouais. elle est restée en vente 1 mois et demi, mais par contre, au moment où elle a trouvé un acheteur, elle est enfin, c'est en une journée, tu signes, quoi et tu sais que la maison est à toi. Enfin, c'est alors bien sûr, Assez facile. oui, ça, c'est le fait qu'il y ait pas de notaire. Pour le coup, tout passe par les agents immobiliers et du coup, tout le boulot de notaire est fait en amont par les agents immobiliers. Donc, il y a pas d'histoire de dossier à traiter où ça prend 3 mois, voilà, c'est après encore une fois, hein, si tu as pas les fonds, forcément, ça prend plus de temps. Nous, on l'a eu en 24 heures parce qu'en 24 heures, on a pu, faire le virement, de 10 du montant de la maison pour bloquer et après le reste, c'est la signature définitive. Donc en fait, si tu veux, c'est tu décides que tu achètes, les gens décident qu'ils te vendent, tu te retrouves à l'agence immobilière, tu signes, tu fais un virement, tu as une semaine pour faire le virement de 10% du montant total de la maison. Tu t'es mis d'accord sur une date où tu récupères la maison, les clés, etc. Nous, en l'occurrence, on aurait pu dire le 15 avril, mais on avait besoin d'un peu de temps pour s'organiser en France, donc on a dit le 15 mai. C'était totalement aléatoire. Enfin, vraiment, on a décidé de cette date. On a dit OK, bah, mi-mai, pour nous, c'est jouable mi-mai. La dame, l'agent immobilière a dit le 15. On a dit OK, le 15. On savait même pas à quoi ça correspondait dans le mois. Elle a calé ça le 15 mai. On a décidé que c'était le 15 mai et voilà quoi. Donc on a signé du coup le 15 mai pour récupérer les clés de notre maison. Et là, il faut que le virement de la totalité de la maison ait été fait à l'agent immobilier une semaine avant à peu près pour qu'il puisse tout mettre en ordre. Mais en gros, si tu as les fonds, ça va très très rapidement vu qu'il n'y a pas tout l'aspect notaire et travail de notaire ici. C'est bien plus rapide. Ouais, un peu plus flexible, que ce qu'on peut avoir en France, par exemple. Ouais, ouais, plus c'est simplifié en fait. C'est Ouais. vraiment les démarches sont simplifiées donc et à la fois, tu te sens pas du tout, enfin, c'est sécurisant. C'est-à-dire qu'il y a quand même des process, tu as tous les documents, tu as le cadastre de la maison. Enfin, c'est pas fait, Ouais. il y a tout qui est un compte rendu. Nous, on a sur notre maison, on a notamment une sorte, si tu veux, de garantie décennale. Alors, c'est pas vraiment le bon terme, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus sur, toute la maison. Donc, l'état d'usure des fenêtres, l'état d'usure de la pompe à chaleur, l'état d'usure, on a une fosse septique mais qui est aux normes et qui est récente. Donc tout a été contrôlé avant. On a un papier, enfin on a une documentation, si tu veux, qui doit bien faire une cinquantaine de pages en suédois, avec vraiment des photos de chaque petit truc qui est un petit peu usé, pour dire ça c'est usé à cet endroit-là, vous en avez conscience, machin et tout ça. Ça c'est nickel, ça c'est nickel, ça c'est nickel. Et si jamais il y a quelque chose qui casse, on a une garantie de plusieurs années dessus. Ça fait partie du boulot des agents immobiliers, du coup, de faire en sorte que la maison, qu'ils sachent exactement en fait ce qu'ils te vendent, dans quel état c'est. Voilà. Après, il y a des maisons qui sont vendues sans cette garantie. Et là, du coup, c'est plus à tes risques et périls. Donc, mais le prix de la maison va aussi avec. C'est des maisons qui sont moins chères, encore moins chères, parce que enfin, vraiment les prix ici sont dérisoires. C'est-à-dire qu'une maison en gros à 150 000 euros, tu as un palais de chez Palais. Enfin, c'est Ah vraiment, ouais. ah oui, 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 oui. Pour te donner un ordre d'idée, nous on n'a fait aucune visite de maison au-dessus des 90 000 euros. Des maisons OK. systématiquement de plus de 90 mètres carrés, avec systématiquement du triple vitrage, des dépendances à chaque fois et plus d'1 hectare de terrain. Donc c'est assez impressionnant la différence de prix. Alors ça va aussi avec l'offre, hein, enfin l'offre et la demande, quoi. Il y a moins de demande, donc forcément les prix sont beaucoup plus bas. Maintenant,
il y a peu de constructions récentes. Notre maison, par exemple, elle a été entièrement refaite, mais elle a 100 ans. Ouais. Parce que bah, tu te doutes bien que si tu peux vendre une maison 90 000 euros, aujourd'hui, le coût de la construction est tellement cher, ne serait-ce que le prix des matériaux, qu'en fait, il n'y a plus de construction récente dans la région, tu vois, ce qui pose un autre problème, enfin, ce qui va poser un autre problème. Mais en tout cas, pour l'instant, les prix sont encore extrêmement abordables et ça rend l'achat de biens relativement facile, surtout si tu étais déjà propriétaire en France et que tu vends un bien en France. Bon, au final, pour votre plus grand bonheur, le prix était accessible, C'est quoi. ça. Trop bien. Donc du coup, vous avez acheté la maison, tout est prêt pour aller vous installer. Vous tapez du coup 5 jours de voiture pour monter, emménager, Ouais, c'est quelque ça? chose, 4 journées de route et Ouais. une journée, on est arrivé un jour à l'avance. On est parti le 10 et on est arrivé le 14 du coup à Luleå, qui est la ville, si tu veux, la plus grande ville de la région, où il y a notamment l'aéroport international et tout ça, et où on a signé pour notre maison. Donc on a mis 4 jours, 4 jours de route pour y arriver. On est parti de France le 10 et on est arrivé le 14 à Luleå. On a signé le 15, on s'était donné une journée de battement pour être sûr de ne pas rater le rendez-vous. Bon, vous êtes arrivé là il y a du coup 2 mois. Comment ça s'est passé vos premiers jours sur place? Honnêtement, c'était un relâchement total. On n'a pas fait grand-chose dans la maison immédiatement. Je crois qu'on a passé une semaine à dormir en fait. Ah ouais. Parce que ça avait été tellement intense les mois avant ce départ, parce que du coup, toute notre vie tournait autour de cette immigration depuis septembre, et puis de manière de plus en plus intensément. Donc, quand on est enfin arrivé, la pression est retombée et on a eu besoin déjà de souffler, de se reposer et de prendre un petit peu le temps de réaliser qu'on était là. Alors déjà qu'on était propriétaire, parce que nous, du coup, c'est la première fois qu'on est propriétaire. Donc, on a quand même acheté une maison. On a acheté une maison en Suède et pour y arriver, on a quitté toute notre vie en France. Enfin, on n'a plus que nous et une remorque. Donc, nous, on est quand même parti avec une remorque chargée. Mais sinon, il n'y a plus rien de notre vie matérielle d'avant. Donc, on a eu besoin d'un peu de temps pour même la remorque. Tu vois, on a mis, je sais pas, on l'a déchargée peut-être 10 jours après. Enfin, vraiment, on a mis du temps déjà à réaliser qu'on était arrivé. Victor avait pas encore repris le travail. Donc, ouais, on a bien passé une semaine déjà, je pense, juste à décompresser et à pas voir vraiment. Ouais, c'était un peu bizarre. On était un peu dans une sorte de brouillard au début. Alors, on était très, très contents d'être arrivés. Mais on a besoin de quelques jours déjà pour réaliser. Ouais, bah tu m'étonnes, parce que là, c'est vraiment gros, gros changement, grosse transition, virage à 90, quoi. Donc, Ouais, et puis c'était enfin fait, quoi. ouais. C'est-à-dire que on avait, si tu veux, un peu une to-do list à l'infini de tout ce qu'il fallait faire. Il y avait toujours un carton, il y avait toujours un sac, quelque chose à acheter, penser, enfin, tu vois, tu penses sans arrêt à de nouvelles choses, en fait, quand tu pars comme ça pour un départ aussi important. Et là, en fait, ne plus, ça y est, on avait les clés de notre maison. C'est ce truc de ok, c'est fait quoi. C'est-à-dire que là Mm. maintenant, oui, bon bah il y a les travaux, enfin les travaux qu'on veut faire parce que donc notre maison est nickel, donc c'est vraiment juste de l'aménagement, mais il y a rien d'urgent. Et se dire que ok, là vraiment, juste ça y est, on peut vivre. Quoi. C'est juste ce qu'on a envie de faire, on le fait, mais là on a juste ça y est, on y est, le projet est abouti et maintenant on peut en profiter quoi. On peut Ouais. enfin profiter de cette vie qu'on projette depuis plusieurs mois. Tu m'étonnes, là, vous pouvez enfin apprécier votre nouvelle vie C'est pleinement. ça. Ça ressemble à quoi, du coup, ce qui est autour de vous, là où vous vivez? Bah, je pense que les gens ont une idée plus large de ce qu'est le Canada que de ce qu'est la Laponie. En termes de paysage, moi, je retrouve quand même beaucoup du Canada, enfin en tout cas du Québec que je connais. Je retrouve aussi un peu de la Nouvelle-Zélande. C'est beaucoup de forêts, de sapins. C'est très vert en été, c'est vraiment extrêmement verdoyant. Il y a pas de nuit en été. Donc, on a la fête de Midsommar qui est le 21 juin, qui célèbre le solstice d'été et le jour le plus long de l'année. Et il y a un mois où le soleil se couche plus, quoi. Donc, plus du tout. Et en réalité, tu vois pas la nuit. Depuis qu'on est arrivé, on n'a jamais vu la nuit sur notre maison. On n'a jamais vu un ciel nocturne vraiment sans aucune luminosité. On connaît pas encore ça.
Donc c'est très, très lumineux. Les couleurs sont incroyables. Il y a beaucoup de sapins. C'est assez proche, en fait, de la représentation mentale, qu'on peut avoir, du Québec, je trouve. Parce qu'il y a pas de la neige toute l'année en Laponie, contrairement à ce que beaucoup de gens, peuvent croire. Là, il fait 25 degrés. C'est même prévu qu'il fasse jusque 30 degrés dans les jours à venir. Alors, on est d'accord, hein, c'est pas le Maroc ou l'Espagne, mais c'est quand même un vrai temps estival et les gens sont en robe et on profite vraiment de l'été ici et c'est vraiment des saisons très marquées. Pour l'instant, la seule saison qu'on ne connaît pas, c'est l'automne. Là, du coup, on a vécu le printemps, l'été, l'hiver et on va découvrir ce qu'est l'automne ici. On a hâte. Moi, je trouve ça magnifique, mais parce que forcément, je suis peut-être un petit manque d'objectivité. C'est les paysages que j'ai eu la chance de beaucoup voyager et les paysages nordiques sont vraiment ceux qui me plaisent le plus. Donc, ceux qui me parlent le plus, en tout cas. Après, j'adore voyager, donc j'aime un peu tous les types de paysages, mais j'ai une affection particulière pour, en gros, les forêts de sapins et les lacs, quoi. Bon, bah là, t'es sûrement à la bonne place du coup, ça tombe bien. Totalement. Comment vous avez été accueillis par les locaux? Donc, comme je te l'ai dit, vraiment très bien. Les gens sont extrêmement bienveillants. Il y a un peu cette idée que les Suédois sont froids et distants. Alors, de ce que je comprends, c'est plus vrai, je ne l'ai pas expérimenté, mais de ce que je comprends, c'est plus vrai dans le sud du pays. Mais pour ce qui est du nord, c'est l'inverse de ce qu'on a découvert. Enfin, nous, on a une bonne dizaine de voisins qui sont venus chez nous pour se présenter, pour nous dire si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de quoi que ce soit. On a aussi fait le tour de nos voisins. J'ai fait des financiers en mode Brie van der Kamp pour aller me présenter, voilà, en faisant une pâtisserie un peu française. Voilà, et on a été reçus à chaque fois. Ils nous invitent, ils nous font visiter leur maison, ils nous présentent à leur famille. On a un de nos voisins, du coup, pour la fête de Midsommar, qui pour eux est une fête au moins aussi importante que Noël. On a été invités par nos voisins à le fêter avec eux. Enfin, il y a vraiment, on se sent vraiment extrêmement bien intégrés et les bienvenus. Et en particulier, du coup, en tout cas en Laponie, ils sont extrêmement heureux d'avoir des, des couples de moins de 50 ans, enfin, en gros, d'avoir une population qui se rajeunit, parce qu'il y a un truc qui est vrai, c'est que les jeunes Suédois partent quand même pas mal de cette région, parce qu'elle est très intense et très dure à vivre, et tout le reste de la Suède est aussi magnifique. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui partent pour un climat plus tempéré, pour un peu plus le sud du pays, qui est quand même relativement plus nuancé dans les saisons. Donc ils sont contents de voir des jeunes couples arriver et vouloir fonder leur famille et construire leur vie ici. Et donc, ils sont très soucieux de te mettre à l'aise et de faire en sorte que tu aies une bonne expérience de la vie locale. Tu retrouves un petit peu le sentiment de les valeurs de communauté, entraide, etc. que tu Totalement, avais oui. senti pendant ton voyage de noces? Oui. Alors, on était encore plus au nord pendant enfin, pas tellement plus au nord, mais plus perdu pendant Ouais. notre voyage de noces. On était dans une ville qui s'appelle Jokkmokk, qui est l'endroit, si tu veux, où il y a la communauté Sami. Donc, les Samis, c'est le peuple originaire de la Laponie, qui était un peuple nomade. Et Jokkmokk, si tu veux, c'est un peu le fief de la communauté Sapmi. Début février, tous les ans, il y a le plus grand marché Sapmi du monde. Et c'est vraiment là-bas, il y a vraiment une empreinte culturelle Sapmi extrêmement forte. Ici, un peu moins quand même, mais par contre, dans la mentalité, on ressent vraiment ces valeurs d'entraide, de solidarité, de respect de la nature, beaucoup aussi de respect du vivant, qui pour nous sont importantes et qui ont contribué au choix de cette destination pour vivre. Et non, on est extrêmement heureux pour l'instant. Alors, c'est pour ça, on s'est dit qu'on ferait peut-être un épisode dans quelques mois pour faire un Ouais, retour d'expérience après l'hiver. c'est Là, ça. ça fait que 2 mois, donc c'est dur d'avoir un retour extrêmement construit. Mais en tout cas, sur ces premiers échanges et sur ces premiers mois de vie, et sur toutes les expériences qu'on a pu faire, que ce soit pour
acheter de l'outillage, que ce soit pour aller à la rencontre des voisins ou pour célébrer des fêtes qui sont très fortes dans la culture. On a à chaque fois été extrêmement bien accueillis, bien intégrés. Ils nous disent beaucoup, faut apprendre le suédois, faut apprendre le suédois. Et ici, tout est mis en place, en fait, pour que ce soit possible. C'est-à-dire qu'il y a des cours de suédois qui sont gratuits pour les résidents, les gens qui ont la résidence suédoise. Donc, c'est un numéro qu'il faut demander. Une fois que tu as eu ce numéro, tu as des cours qui sont gratuits de suédois. Et des cours, si tu veux faire des cours tous les jours pendant 4 heures, tu fais des cours tous les jours pendant 4 heures. Et ils veulent vraiment que l'intégration des gens se passe le mieux possible. Et pour ça, ils sont extrêmement facilitants, que ce soit à l'échelle humaine ou à l'échelle de la communauté, de la ville. Enfin, tu vois, on a rencontré le maire, on a rencontré la directrice de l'école, alors qu'on n'a pas d'enfants, mais c'est elle qui tient les cours de suédois. Enfin, les cours de suédois se passent dans l'école aussi. Et les gens sont extrêmement chaleureux. Enfin, et c'est assez étonnant parce que on a tendance à se dire que les peuples du Nord sont des peuples un peu austères. Ouais. Bah, pas en Laponie suédoise, en tout cas. Enfin, c'est vraiment pas mon expérience. Bon, bah tant mieux. Quand c'est dans ce sens-là, ça fait Oui, plaisir. Puis ça doit mettre en totalement. confiance pour la suite de Totalement. se sentir Ouais, accueilli, etc. vraiment. Totalement. T'as appris du coup un petit peu le suédois déjà? Alors, on commence gentiment. On n'a pas Ouais. commencé les cours de suédois. D'abord par procrastination parce qu'on avait beaucoup d'autres choses à faire. Et là, maintenant, c'est eux qui sont en vacances jusqu'au 11 août. Et nous, donc, on part en vacances, enfin, on voyage cet été. Donc, on prendra ça à la rentrée tranquillement. Mais c'est très important pour nous de parler suédois. Donc, ça va faire partie de nos priorités de la rentrée de septembre, ça, c'est certain. Là où on a commencé, alors Victor est à fond sur Duolingo tous les jours. Moi, j'ai commencé à me faire des cahiers. Il faut savoir que j'ai un mari qui a de grandes facilités à apprendre des langues. Donc, pour lui, c'est presque un détail d'apprendre le suédois. Il se débrouille déjà un petit peu, je trouve. Pour moi, c'est un peu plus technique, Ouais. mais on apprend doucement. On arrive, tu vois, on arrive à aller faire nos courses en suédois, à demander des renseignements. Voilà. On ne comprend pas nécessairement ce qu'ils nous répondent, du coup, on leur demande de traduire, mais au moins, on a fait l'effort de demander en suédois où est-ce qu'est telle chose. Voilà. Et puis, évidemment, les basiques, bonjour, au revoir, Ouais. merci. Voilà. Comme tu dis, les basiques, au moins, c'est déjà ça. Comment on dit bonjour en Les suédois? basiques. Alors, hey, c'est très facile, hein. Ça Ça s'écrit va, assez facile. H-E-J, ça se prononce Hey. Bon, bah nickel. Voilà. Facile à Donc, retenir au moins, ça, celui-là. bonjour, c'est vraiment le truc, voilà, c'est facile. Nickel. Est-ce que vous avez déjà pu avoir aussi un petit aperçu des traditions locales? Bon, tu as parlé de Midsommar, mais est-ce qu'il y a des choses culturelles un petit peu différentes que vous avez pu noter jusqu'ici? Peut-être au niveau de la nourriture, des Bah, comportements, autres? alors, plein de détails. Au niveau de la nourriture, il faut savoir que les Suédois sont très tournés sur la pomme de terre, qui représente, je pense, 50% de leur alimentation sans exagérer. Donc, il faut un peu sortir des réflexes qu'on a en France pour faire ses courses et réussir à les faire en étant épanoui. Il faut accepter d'aller au congelé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a énormément de produits bruts congelés, d'asperges, de petits pois, de brocolis, de fraises, de framboises congelées. Au frais, va y avoir beaucoup plus de légumes racines. Ça va être un peu plus austère. Maintenant, à partir du moment où tu acceptes d'aller vers le région surgelé, tu as énormément de choix. Enfin, c'est possible de réussir à cuisiner en Suède, contrairement à ce qu'on avait un peu pu entendre. Faut juste faut juste accepter d'aller au rayon surgelé. Et c'est vrai que, enfin, moi, c'était vraiment pas dans mes habitudes. C'est-à-dire que moi, je consommais local et de saison. Ça faisait vraiment partie de mes habitudes en France. En Suède, si tu veux pas manger, enfin, en Laponie, en tout cas, si tu veux pas manger que de la pomme de terre et du porc, et de la viande de porc, en gros, ou de la viande de bœuf, faut accepter de manger un peu autre chose que ce qui est frais. Parce qu'en Mm. fait, même en termes d'approvisionnement, il n'y a pas assez c'est toujours la même chose, il n'y a pas assez de gens qui vivent sur place pour que ce soit intéressant pour eux de faire venir du poisson frais, des légumes frais, etc. Le fromage, c'est un petit deuil à faire, ça c'est Ouais. sûr. Mais j'ai En tant envie de que dire, bon français. comme partout C'est dans le ça. monde, le pain, il n'y a pas de baguette de tradition, mais il y a du pain suédois qui est plutôt très bon. Donc,
Est-ce que ça vaut la baguette? Pas forcément, mais en tout cas, on arrive à faire sans et puis on savait qu'en allant enfin, comme on a tous les 2 énormément voyagé, bon, bah, moi, quand j'ai passé 4 mois en Nouvelle-Zélande, c'est pareil, le pain, c'était pas fou, quoi. Ouais. Bon, ça, c'est des choix en tout cas, qui sont faits en conscience quand on décide de partir. On savait qu'on n'aurait pas de baguette tradition et qu'à part du camembert, président à 15 €, on trouverait rien. Tu vois, qu'il y aurait pas d'approvisionnement, de chèvre frais. Enfin, tu vois, Ouais, c'est assez évident. Donc au niveau de la nourriture, on arrive à trouver nos marques. c'est déjà Et ça. au niveau de la culture plus globalement, oui, bah, donc on a fait la fête de Midsommar qui est une fête très, très importante et c'était vachement chouette de découvrir, ces traditions et tout ça. Après, dans toutes les petites choses qui peuvent nous interroger, c'est de la découverte au quotidien, en fait, hein. C'est Ouais, vraiment la manière dont ils vivent. Ici, on dîne à 18 h, donc pour nous, c'est un petit peu étonnant. Tu vois, la première fois qu'on est allé voir nos voisins avec nos financiers, il était 17 h 30 et en fait, on a dû s'arrêter au bout d'une demi-heure parce qu'ils étaient tous en train de passer à table et puis les derniers chez qui on a sonné, on les a vraiment ils étaient en plein milieu de leur repas de famille, tu vois? Donc ouais. effectivement, c'est un peu étonnant. C'est des nouvelles habitudes à prendre donc voilà. Après, les chiens vivent beaucoup dehors, beaucoup plus que dans la maison. Faut vraiment c'est plein de petites, habitudes qu'on n'a pas forcément. Il y a énormément de moustiques, donc en fait, même en été, tu vis beaucoup à l'intérieur de ta maison ou sinon ils ont ce qu'ils appellent des salons d'été qui sont en fait, des vérandas, mais pas isolés, donc qui sont faits qu'en été, mais comme ça, au moins il y a des vitres et du coup, il y a pas de moustiques qui passent. Non, bah, on se fait petit à petit à la vie locale, mais on découvre, on est encore dans la découverte, enfin, si tu veux, chaque nouvelle semaine, c'est une semaine qu'on n'a pas encore vécue et où on n'a pas de repères par rapport aux années précédentes. Donc là, on est à fond dans l'expérimentation, on est très curieux pour l'instant, tu vois? Enfin, puis j'espère qu'on le restera toujours, mais on est très, tout est un peu, à la fois surprenant et à la fois pas tant que ça parce qu'il y a pas non plus de gros chocs, culturels, si ce n'est effectivement sur la douceur de vivre, où c'est un peu toujours étonnant de voir à quel point la vie est paisible ici. Sinon, il y a pas tellement de chocs culturels, majeurs, tu vois? C'est pas comme Mmh. avec, là, j'ai passé, plusieurs mois en Asie. Bon, bah, effectivement, c'est moins dépaysant que le Cambodge, mais c'est quand même, un climat qui est très différent de la France mais c'était totalement ce qu'on recherchait, donc c'est très chouette. Bon, bah, nickel. Bon, là, du coup, ça va être, découverte sur découverte. Comme tu disais, ça fait que 2 mois que vous êtes Ouais, là. Je pense qu'on se retrouvera, dans quelques mois pour refaire un bilan, après l'hiver, après, que vous ayez eu le temps de vous installer, de découvrir un peu plus en profondeur ouais. ce nouveau pays, cette nouvelle culture. Si tu devais faire, un premier petit bilan là des premiers instants, des 2 mois, ce serait quoi? Bah, pour nous, c'est que positif. C'est-à-dire Ouais, on a vraiment un rapport, enfin, on a eu une arrivée qui s'est passée, ça aurait pas pu mieux se passer. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir plus de déconvenus que ça. Actuellement, le truc le plus galère qui nous soit arrivé, c'est de recevoir notre papier peint 3 jours plus tard que la date de livraison estimée. Euh, mais sinon, enfin, si tu veux vraiment, on a eu. Donc, est-ce que c'est de la chance ou pas? Je saurais pas trop dire. Mais en tout cas, c'est vraiment en été, parce qu'on a conscience qu'avec l'arrivée de l'hiver, ça va être très différent. Une vie qui est très douce, très simple. Et moi, du coup, je suis pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai un Instagram où je parle de la Laponie qui est assez actif. Et c'est vrai que je reçois enfin, de plus en plus de commentaires pour dire que c'est pas tout rose là-bas non plus. Et j'en doute pas, tu vois. Je me doute hein, qu'on va forcément, avoir ouais. des déconvenus, des choses qui vont moins nous plaire. Et c'est évident. Et je peux déjà avoir un œil critique sur la Suède, sur la politique en Suède, sur plein de choses. Et sur la vie en Laponie, il y a évidemment que c'est pas fait pour tout le monde. Enfin, c'est C'est passer ça. tout l'été à se préparer à l'hiver. Je comprends qu'on n'ait pas envie, enfin que plein de gens n'aient pas envie de vivre comme ça, que d'avoir des maximales à 25, 28 degrés, que tout le monde n'ait pas envie de vivre comme ça. Nous, en tout cas, ça répond totalement à nos envies et aussi à nos besoins et à ce qu'on a envie de construire et à ce qu'on veut faire. Donc pour l'instant, écoute, on Plutôt n'envisage pas encore de positif. rentrer en France. Oui, Bon, bah, je c'est dis pas que déjà ça ça. n'arrivera jamais. Hein, Oui. voilà. Nous, on est parti
dans l'optique de vraiment immigrer, donc de vivre sur du très long terme en Suède. Mais je ne dis pas que, tu vois, peut-être que dans 2 ans, on se rendra compte que c'était pas du tout fait pour nous, mais ça aura pas été une erreur pour autant, tu vois. C'est-à-dire que même si on se rend compte, même après le premier hiver, qu'en fait c'est une catastrophe et qu'on supporte pas ce pays, alors on en est très très loin, comme je te l'ai dit, et ben je considérerais pas du tout ça comme un échec ou enfin, tu vois, ou comme une expérience qui n'était pas à tenter. Je pense que c'est hyper important et qu'on est de toute façon à un stade de notre vie où on ne pouvait pas continuer de s'épanouir en France. Donc, faut partir. Quand tu peux plus t'épanouir quelque part, ça sert à rien de rester statique, quoi. Bon, bah écoute, c'est plutôt positif d'entendre tout ça. Donc j'ai hâte du coup qu'on se retrouve dans quelques mois pour avoir Ouais, les updates. En attendant, bah oui. bonne installation, bon kiff, bonne Merci. découverte. Puis, Merci. merci d'avoir partagé tout ça sur cet épisode. Merci à toi. Bon, avouez, ça donne quand même envie d'acheter une doudoune et d'aller tester la vie en Suède, dans ce pays qui a l'air tellement paisible avec des décors assez extraordinaires. Donc en tout cas, je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour la partie 2 de cette histoire. On retrouvera du coup Thelma après l'hiver, une fois qu'elle aura expérimenté la vie dans des conditions assez extrêmes, on va dire. Donc pour ne pas louper l'épisode, je vous invite à vous abonner. Et bien sûr, si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager, mettre un petit avis, tout ce que vous voulez. Ça me donne beaucoup de force. Et je vous dis à très bientôt.